ferme cette parenthèse. Alors pourquoi une table sur la modernité? On s'était dit, tiens, on va peut-être l'appeler la table du doute. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu depuis 4 ans qu'on réfléchit activement à comment faire différemment, que finalement on devenait inhibé, nous les architectes à l'agence, on se disait, bah, tiens, si je prends le crayon, je vais forcément faire une connerie. Si je mets du béton, ça va pas. Mes copains archi qui font du bois, ils vont me dire, t'es qu'un nul, etc. On est inhibé, flippé sur qu'est-ce qu'il faut faire dans la conscience qu'on a de la réalité climatique quand même à laquelle on est confronté. Il ne faut quand même pas oublier que ce qui nous réunit aujourd'hui, ce n'est pas la technique, ce n'est pas la soif de la commande, c'est l'enjeu climatique. Et comment faire, c'était aussi un petit peu un propos par rapport à ce que disait Dominique à l'instant, pardon, Ecopolis à l'instant, c'était, plutôt, non, Dominique, c'est comment faire différemment dans un monde économique qui ne change pas. C'est-à-dire qu'effectivement, on est nombreux ici à être convaincus, individuellement, je rencontre de plus en plus de gens convaincus et on s'aperçoit que les systèmes, eux, ne sont pas du tout dans cette perspective-là. J'allais même dire que les systèmes aggravent, de mon point de vue, la situation dans laquelle on est une fois qu'on a posé le diagnostic, dans le sens où on se retrouve avec des investisseurs, des actionnaires, etc., qui demandent toujours plus. Et on pourrait penser qu'un changement générationnel améliore le niveau du dialogue. En fait, il n'en est rien. Et donc, du coup, on est un peu perdu, un petit peu découragé, et ce qui nous amène à nous poser toutes ces questions-là. Et c'est comme ça que la question de la modernité est arrivée. J'ai la conviction que c'est par la culture commune, la culture, ce qui est constitutif de la culture, c'est-à-dire notre pratique de lecture commune de l'univers dans lequel on est, qui peut créer un espèce de tronc commun fédérateur d'une intelligence collective. Évacuons tout de suite la question du politique. Je pense qu'on ne peut pas. Je reprends une phrase qui n'est pas de moi. La situation dans laquelle on est suffisamment grave pour qu'on ne fasse pas confiance aux politiques. C'est-à-dire qu'on sait que ce n'est pas la législation que les choses peuvent évoluer de façon quantitative. En revanche, pour que le politique change, il faut que la société change, puisque dans un système démocratique, le politique est juste le constat de la société et de l'époque où on est. Du coup, rebelote, on en vient à cette question de la modernité. Mais qu'est-ce que c'est que la modernité? Et on s'est finalement bien interrogé avec Guillaume et Laetitia qui m'ont aidé à préparer cette table ronde. On dit, alors on n'est pas à la même définition, oui mais la postmodernité, oui mais l'éco-modernité, mais l'hypermodernité. Putain, on ne savait plus où on était. Et puis alors nous les architectes de notre génération, la postmodernité c'est quand même un espèce de totem qu'on n'a pas le droit de toucher parce qu'on nous a enseigné ça dans les années 80, que c'est révélateur d'une révolte sur les modernes, etc. Bref, on n'y arrivait pas. Du coup on s'est dit, on ne va pas y arriver, on va faire appel à Anastasia. Et alors donc, vous avez autour de la table un tronc commun, un multicéphale qui nous permet d'avoir une lecture un petit peu avec différentes ouvertures. Donc Anastasia Stone est enseignante, chercheuse en philosophie. Nous avons Sébastien Kraft qui est donc associé de chez LBBA, qui incarne l'habit du jeune architecte, c'est-à-dire l'homme de sa génération architecte qui dit « je ne vais sûrement pas faire comme l'Augeois ». Donc comment il va faire? On a Audrey Camus qui est une grande maître d'ouvrage qui va nous expliquer son rapport à la modernité. On a Anna Saint-Pierre qui est designer, et qui va nous expliquer son travail avec des matériaux, comment je fais du déchet un travail de design. On ne va pas t'enfermer là-dedans, mais c'est ton approche en ce moment. Et on a Olivier Namias qui est un grand journaliste d'architecture. Pourquoi grand? Parce qu'il porte un regard prospectif sur la société, il n'est pas juste dans le constat analytique de ce qui est construit. Et donc il a une très bonne vision de ce que c'est que l'architecture telle qu'elle se produit depuis de nombreuses années, mais aussi de comment elle se fabrique l'architecture à travers sa bonne connaissance qu'il a du milieu des cabinets d'architecture. Il est lui-même architecte, il a pratiqué dans son jeune temps. On commence donc cette table ronde par Anastasia Stone, qui est enseignante en philosophie, on l'a dit. Et le concept de modernité n'est pas facile à manier, n'est pas facile à comprendre. On a tous une vision différente de la modernité. Quand je vais voir un installateur de cuisine, il me dit j'ai une cuisine moderne et une cuisine rustique. Bon, bah, très bien, mais ça ne définit pas la modernité. Il y a la danse moderne. Ah bon, et ça fait quoi la danse moderne? Bref, chacun a son imaginaire de la modernité. Et donc, Anastasia, on compte sur toi pour nous aider à clarifier de quoi on parle. Bonjour à tous. Oui. Test. Oui, il faut apparemment le rapprocher un peu. Alors bonjour, je remercie d'abord LBBA de m'avoir invité aujourd'hui pour intervenir dans ce cadre. Et comme vous le savez, on va parler aujourd'hui de la modernité.
Et aujourd'hui, penser la modernité, c'est avant tout nécessairement penser la notion de l'anthropocène. Je m'explique. La modernité, elle serait synonyme par définition de progrès, d'avancée, mais c'est aussi une période historique, donc du XVIIe, XVIIIe siècle, où on assiste aux révolutions scientifiques et techniques. L'époque moderne, c'est celle de la révolution copernicienne, mais aussi celle de la machine à vapeur, des forages des combustibles fossiles. La modernité, elle s'attrait ainsi à la production et à la croissance donc, de ce point de vue, à laquelle correspond donc l'ère industrielle. Très symboliquement, certaines régions à cette période sont même appelées donc, les pays noirs en raison des fumées de charbon qui les survolent à ce moment donné. Cette période historique, elle est le début d'une nouvelle ère géologique qui va être appelée en 1995 par Joseph Crutzen l'Anthropocène, donc ce fameux concept d'Anthropocène, qui se présente comme la période où les activités humaines ont un impact sur le système planétaire et qui traduisent justement cette entrée dans la modernité. La notion de modernité, elle semble donc être analogue à la notion d'Anthropocène, en ce qu'elles partagent toutes les deux donc, des caractéristiques communes, et elles s'appellent donc l'une et l'autre. Cependant, l'homme, il a depuis l'ère industrielle parcouru du chemin et a progressé donc, dans son appréhension du monde par la technique, en vue de la satisfaction d'une part donc, noséologique, c'est-à-dire du point de vue de la connaissance, mais aussi dans ses intérêts de la recherche scientifique, l'amélioration de la santé, par exemple aujourd'hui jusqu'au transhumanisme, ou encore, par exemple, SpaceX en ce qui concerne les loisirs et son confort, etc. Hans Jonas, donc c'est un penseur des années 80, il tire déjà un constat tragique à cette époque, donc en 1987, dans une éthique pour la nature. Il dit « Depuis, elle a pénétré jusqu'au niveau moléculaire, elle peut désormais le manipuler, créer à partir de là une matière qui n'a jamais existé, modifier des formes de vie, libérer des forces. » Donc la technique a aujourd'hui envahi toutes les échelles du réel, jusqu'à ce qu'on puisse formuler le terme d'un panthéisme technique ou technologique. Donc pan, c'est ce qui est tout, et le théisme, donc théos, le Dieu. Donc aujourd'hui, on a cette technologie qui est englobante et qui s'impose à toutes les échelles du réel. Or, nous pouvons observer que nous avons jusqu'alors pensé le progrès en termes unitaires. Plutôt que de penser à des progrès, nous avons pensé à un progrès. Alors que nous sommes forcés de constater l'asymétrie qui existe entre progrès technique et progrès humaniste. Donc, comme on peut l'observer concrètement dans le réel, ce serait entre autres l'esclavage moderne, autant des personnes qui participent à la fabrication de matériaux qui sont nécessaires aux produits numériques, ou encore de ces personnes qui travaillent à la construction des infrastructures de pays tels que les États arabes unis. Et ainsi, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il n'existe pas naïvement une synergie entre les différentes formes de progrès, et en l'occurrence ici, entre le progrès technique et le progrès humain. Contrairement à ce qui se passe dans l'inconscient collectif, où il y aurait cette idée d'une société occidentale des années 2000 qui serait à l'apogée de la modernité d'un point de vue civilisationnel, et qui s'exprimerait par un bond en matière de connaissances, de techniques, par l'essor du numérique, où la société occidentale serait perçue comme le paroxysme des sociétés humaines. En effet, ce que nous constatons désormais avec effroi, ce sont les conséquences géologiques et humaines sur l'environnement terrestre et social, comme en atteste le dérèglement climatique et l'aliénation, surtout au capitalisme, n'en déplaise aux climato-sceptiques. Nous sommes illusionnés en pensant que le progrès technique comprendrait nécessairement progrès humain selon un prisme manichéen d'une technique qui serait au bénéfice de l'homme. Et nous décelons dès lors une analogie problématique qui réside entre modernité et anthropocène,
car penser la modernité alors en termes d'anthropocénité, si on peut le dire ainsi, ça reviendrait à progresser dans la connaissance et le développement par la maîtrise technique, en laissant des traces irréversibles et désormais inscrites dans l'histoire géologique et climatique de la planète. En d'autres termes, c'est perpétuer des avancées en nous érigeant en maîtres et possesseurs de la nature, comme le formule Descartes dans le discours de la méthode, en laissant bien plutôt distinguer désormais une synergie néfaste finalement entre ces deux notions. Paradoxalement, cette conception qui est unitaire du progrès, nous avons continué finalement à traiter le réel comme si tous les éléments qui le composent n'avaient aucune corrélation entre eux. En d'autres termes, comme si les activités humaines étaient indépendantes des éléments qu'elles utilisent et par lesquels elles sont environnées, selon une conception dualiste du monde. C'est pourquoi, comme l'explique notre cher récemment défunt Bruno Latour, donc voilà, petit moment de respect, en ces termes, il dit dans son œuvre éponyme « Nous n'avons jamais été modernes ». Donc, ayant jusqu'alors perpétué des avancées au sein d'un même paradigme, où progresser, ce serait comme on utilise « je progresse sur une voie » ou « je progresse dans la forêt », c'est-à-dire que je produis des avancées, mais dans un même sens, finalement. Pouvons-nous réellement nous targuer de progresser ou même d'évoluer dans une époque moderne, ou même nous-mêmes d'être modernes, si tant de pans du réel sont eux-mêmes exclus du progrès? Ne faudrait-il pas, alors, repenser le concept de modernité, non seulement en termes d'avancée et de croissance comme insufflé depuis la révolution industrielle, mais en termes de rupture avec un paradigme traditionnel comme énoncé au préalable par notre intervenante antérieure. Oui, Dominique, pardon. Et ainsi penser une éventuelle dissociation entre modernité et anthropocène. Selon les termes de Bruno Latour, donc dans Nous n'avons jamais été modernes, il s'agirait de penser le réel comme composant un réseau dont tous les éléments seraient des acteurs et qui se traduirait ainsi de mon réfrigérateur à l'Antarctique en passant par les satellites, la politique, etc. La modernité, alors, consisterait plus dans le fait de venir rompre avec un modèle ancien, et en l'occurrence celui du productivisme, du consumérisme, et il réside dans la notion de modernité un certain paradoxe. Parce que ce qui est présentement accepté comme moderne, comment dire, est déjà désuétude en soi. Ce qui est véritablement moderne, c'est ce qui n'existe pas encore, ou finalement, selon le terme aristotélicien, qui n'est qu'en puissance dans l'esprit des créateurs, ou de ceux qui créent. Donc, la modernité, elle revêt, ou elle comprend, l'idée de ce qui est contemporain, c'est-à-dire une évolution des désirs et des attentes qui serait justement à contre-pied de ce paradigme ancien et qui correspond aux attentes du moment. Si ces derniers, au début de la révolution industrielle, correspondaient à un désir d'expansion, aujourd'hui, en tenant compte de la conjoncture écologique, le curseur, est-ce qu'il ne devrait pas être plutôt placé autour des enjeux de notre millénaire, étant ceux de la sauvegarde de la biosphère et de la lutte contre l'anthropocentrisme, c'est-à-dire le fait que l'homme soit au centre de toutes les préoccupations, et de ce que Heidegger appelle l'arraisonnement. Donc l'arraisonnement, c'est cette idée selon laquelle l'homme appréhende la totalité du réel à l'aune de la satisfaction de ses besoins. La modernité, elle prendrait plutôt à ce moment donné le sens de non-puissance, selon le terme ou le néologisme de Jacques Ellul, où l'homme pourrait, mais il déciderait de ne pas. Et donc qui se traduirait techniquement par une non-croissance. Donc aujourd'hui, le terme de décroissance est un peu un gros mot qu'on n'a pas trop envie d'entendre et qu'on voit aussi comme une forme de régression. Donc d'où ce terme de non-croissance où on a déjà pas mal évolué jusqu'à maintenant, mais est-ce qu'il s'agirait d'évoluer encore plus et dans quel sens?
La modernité, est-ce qu'elle n'est pas donc plutôt, est-ce qu'elle ne consiste pas à sortir de l'anthropocène, c'est-à-dire à quitter cette dynamique qui fait de l'homme le centre de toute motivation, au détriment finalement des autres formes du vivant? Et la question fondamentale qui réside finalement, c'est comment penser le progrès, comment penser l'innovation en termes de respect environnemental, et en bref finalement comment faire rimer technique et éthique. Donc je pense que c'est une question qui a déjà été à laquelle on a déjà répondu déjà dans les précédentes interventions, mais que mes chers compatriotes aujourd'hui pourront aussi éclairer à leur échelle. Voilà. Merci Anastasia. Merci beaucoup, vraiment. On voit à travers ce propos toute la difficulté de l'approche. En même temps, quand on la fouille un petit peu à travers la documentation, les recherches qu'on peut faire très simplement sur Wikipédia, il y a une espèce de convergence tout de même qui se fait sur la définition de la modernité, en tout cas telle qu'elle est dans le monde occidental et d'Amérique du Nord. On parle d'un récit générationnel, civilisationnel. Notre génération, les plus vieux, moi et d'autres que j'ai en face, les films qu'on a en tête, c'est des films avec Alain Delon, des voitures, des courses de bagnole, des courses d'avion. Il y a même des trucs d'avion qui sortent avec des garçons musclés. Top Gun, c'est ça. Et en fait, le récit, c'est ça. Le récit que tout le monde s'approprie, c'est celui de la croissance, du progrès par la croissance et par une croissance sans fin. Et donc, quand on se dit, bah tiens, finalement, le progrès nourri par la croissance, mais en fait, décroissance, on sait qu'il faut arrêter la croissance. Vous verrez un petit film tout à l'heure, tout à fait passionnant, on la passera à la fin parce que ça commençait à devenir chargé aujourd'hui. Mais si on flingue la croissance, si on se dit, tiens, ne parlons pas de décroissance, juste on lève un peu le pied sur la croissance, c'est tout le récit générationnel, civilisationnel plutôt, et cette définition de modernité qui s'effondre. Alors tiens, on pourrait dire c'est flippant. Moi je pense qu'au contraire c'est le début de quelque chose d'intéressant. Cette nouvelle modernité, on pourrait l'appeler éco-modernité, on va en parler peut-être un peu tout à l'heure, ou autre chose. Ce serait quelque chose qui ressemblerait peut-être à la fin de l'anthropomorphisme. C'est quelque chose qui ressemblerait à reconsidérer l'homme comme étant non pas le dominateur du monde, verset 1, titre 1 du livre de la Genèse. L'homme nommera les animaux, sera possesseur de la terre, etc. etc. C'est ça notre culture finalement. Et donc si on sortait de cette logique comme étant l'homme qui domine tout, mais l'homme qui doit composer avec un milieu dont il fait partie, ça change un peu la donne. Alors mon cher Sébastien, tu es donc le jeune architecte de la table, tu copilotes avec moi le Lab Climat, ce qui est pour moi un plaisir, j'espère qu'il est réciproque, et tu dois t'interroger, je suppose, enfin je sais, sur qu'est-ce que tu fais finalement chez LBBA, une agence de vieux scrognonieux, sauf Jean-Loup, et d'autres dans la salle qui ont construit avec plein de carbone partout, qui tartinent leur bâtiment de carbone, etc. etc. Évidemment, vous l'avez compris, je force le trait. Mais c'est quand même une question. Nous, on ne se pose pas la question de pourquoi tu es là, bien sûr, on le sait. Mais cette provocation, c'est de se dire comment on fait dans le pragmatisme de la vie du réel, de la pratique d'architecture, à une échelle qui est celle de la nôtre, comment on fait pour composer et aligner les planètes entre les convictions, les recherches et la réalité du quotidien. Alors bonjour à tous, et pour répondre à pour rebondir sur ce que tu dis Ludwig, c'est un plaisir de co-diriger le lab avec toi. Alors moi mon rôle aujourd'hui c'est de parler au nom des architectes effectivement de la jeune génération. Alors sur la question de l'alignement, je pense qu'effectivement elle est compliquée. Comment on aligne nos convictions personnelles avec notre pratique quotidienne. C'est pas simple quand on est conscient effectivement des crises auxquelles nous faisons face, sans vouloir les répéter, mais crise climatique, crise des ressources et de la biodiversité. Et quand professionnellement, et notamment par le travail que nous menons à travers le lab, nous savons la responsabilité de l'architecture, en tout cas de la construction, sur l'aggravation sur les décennies passées de ces crises, et donc du rôle de l'architecture à jouer dans, pour rebondir sur ce que disait Franck Boutet tout à l'heure, sur l'atténuation et l'adaptation pour demain. Ça peut nous laisser un peu dubitatif au quotidien sur notre pratique.
Il y a également une question, je pense, de temporalité. Il s'avère que une partie des projets sur lesquels nous travaillons aujourd'hui à l'agence, sur lesquels je travaille, sur lesquels l'agence travaille, ont été conçus il y a 2, 3, 4 ans déjà. Donc pas forcément avec la même connaissance des enjeux, pas la même compréhension effectivement des tenants et aboutissants autour de l'architecture. Donc ça crée un certain paradoxe au quotidien, effectivement, tiraillement entre conviction et développement des projets, qui reste néanmoins nécessaire. Donc il y a, je pense quand même, pour se lever le matin, il faut quand même assumer ce paradoxe, en tout cas dans un temps en cours. Néanmoins, au sein de nos projets, il faut mettre en place une démarche. Pour nous, l'important, c'est la démarche. C'est d'abord la démarche, parce que ce n'est pas que la démarche. C'est une démarche intellectuelle pour justement re-questionner au quotidien les projets qui sont lancés, se challenger sur la conception, sur les décisions qui ont été prises, et voir ce qui est encore possible effectivement de faire évoluer. Alors, c'est pas... on n'aura pas pu cocher toutes les cases de l'ensemble holistique énoncé tout à l'heure par Dominique Gozin-Miller, mais au moins on aura fait effectivement en sorte quand même d'aller dans la bonne direction, de continuer dans la bonne direction. Alors évidemment, les projets qu'on développe ont quand même beaucoup de qualité, notamment d'usage, etc. Et je parlais vraiment de la côté sur les enjeux plutôt climatiques. Mais ça, c'est pour les projets en soi en cours de développement, mais effectivement lancés il y a un certain temps déjà. Sur la question des projets à lancer, enfin les nouveaux projets, la difficulté reste tout aussi grande. Quand on est architecte et qu'on doit prendre le crayon pour démarrer un projet, encore une fois, en connaissance de cause des enjeux auxquels on doit faire face, la tâche n'est pas simple. Et je pense que aujourd'hui, on l'a bien évoqué, que pour y arriver, il faut qu'on soit entouré. Donc il faut qu'on revoie un peu la méthode d'approche des projets, méthode de conception, et qu'on soit ce que nous on considère comme une méthode ascendante, c'est-à-dire partir évidemment du site, mais c'était déjà le cas, mais partir du site et du lieu, et autour du site, déjà voir le bâtiment, le projet, quand on travaille sur un existant, et il faut travailler davantage sur les existants, que ça devienne effectivement la règle, de voir cet existant non pas comme un élément isolé, mais étant intégré dans un contexte, et dans un contexte de phénomène naturel, c'est-à-dire que c'est le bâtiment qui s'intègre effectivement, ce qu'on a pu voir tout au long de la journée, dans la question justement biodiversité, faune, flore, climat, le vent, etc., à l'échelle de la parcelle, de l'îlot, de la ville. Voilà, il faut avoir une vision déjà globale sur le projet, et dès les prémices du projet, être bien entouré avec les bons bureaux d'études qui eux-mêmes ont effectivement la même conviction que nous, et c'est aussi le rôle, nous, au sein du lab, c'est justement de s'entourer. C'est aussi la raison de cette journée, c'est d'être bien entouré, et d'être entouré effectivement des bureaux d'études qui portent les mêmes convictions que nous, et qui ont envie d'aller plus loin dans leur réflexion, et pas justement de se limiter sur leurs automatismes. Et donc de travailler avec eux pour, dès les prémices du projet, établir, si possible, une vision globale, holistique, pour reprendre encore une fois le terme de Dominique Gozin-Miller, de tous les enjeux qui contextualisés, donc forcément liés au projet et au site concerné, de tous les enjeux qui s'y appliquent, et d'en faire un peu effectivement la liste par rapport à l'existant, par rapport encore une fois à la parcelle. Enfin voilà, tout ce que est-ce que le site il s'intègre, on parlait de continuité ou de discontinuité ce matin avec Franck Boutet. Est-ce que le site s'intègre dans une continuité verte? Est-ce que ou au contraire, est-ce qu'il la rompt? Est-ce qu'il permet les vents? Est-ce qu'il les permet pas? Est-ce que le site a des ressources, a des matières, des disponibilités de ressources, etc., etc. Et donc toutes ces questions qui sont très larges et vastes, c'est pas seul l'architecte qui peut les aborder, parce que sinon on a beau
rechercher, réfléchir et porter des convictions. On n'est pas des experts dans chacun des domaines, nous sommes des généralistes. Donc il faut qu'on s'entoure et que justement chaque expert amène sa part à l'édifice dans la réflexion, et ce dès le début. Et nous, notre rôle en tant qu'architecte, c'est avoir une certaine humilité, effectivement, sur le projet, sur le dessin, c'est-à-dire pas le geste architectural tel qu'il a pu l'être à une certaine époque, et plutôt se voir effectivement comme un chef d'orchestre qui doit faire, grâce à l'ensemble de ses partenaires, bureau d'études façade, environnement, écologue, designer, faire effectivement l'état effectivement des enjeux et faire un peu la synthèse, parce que certains des enjeux, forcément, on voit bien qu'on parle de carbone, ça peut aller à l'encontre d'autres enjeux sur le projet et vice-versa. Donc il y a forcément dans chaque domaine des éléments qui sont contradictoires. Donc après, c'est au rôle de l'architecte avec ses partenaires, effectivement, d'en faire la synthèse et de définir une stratégie qui la stratégie contextualisée au bâtiment et qui devient un peu la feuille de route. Et pour ça, ça demande, je pense, que la réflexion puisse être menée dès les prémices et avant le premier coup de crayon avec l'ensemble, effectivement, des partenaires. Voilà un peu ma vision pour l'alignement des planètes. Merci Sébastien. Une question peut-être, parce qu'on se pose, je crois, tout architecte se pose quand on en est à ce stade, ne plus démolir, en tout cas intervenir sur l'existant, slash ne pas construire du neuf, réconcilier l'humain et la biosphère, ça fait une deuxième chose. Et du coup, on se dit, faire œuvre, ça a encore du sens? Alors, je pense que du coup, je parlais d'humilité de l'architecte. Pour moi, l'œuvre telle qu'on peut l'imaginer, effectivement, comme ce geste architectural, non, il n'a plus de sens. En tout cas, il n'a pas de sens. Il n'est pas porté par des fonctions. C'est pas moi qui ai inventé le form follows function, mais c'est bien vieux et pourtant c'est quand même d'actualité. Sauf que les fonctions, elles ne sont pas que d'usage. Elles doivent être portées aussi, encore une fois, par toutes les fonctions des enjeux qu'on évoque aujourd'hui, du vivant dans sa globalité. Donc le geste, l'œuvre, l'œuvre en tant qu'élément, un geste architectural, non, mais l'œuvre en tant que projet ayant fait force d'aligner effectivement l'ensemble des contraintes et des enjeux, oui. L'œuvre comme source d'inspiration collective. Audrey. Audrey Camus est maître d'ouvrage. Maître d'ouvrage du privé. Alors, vous savez que le monde du privé et le monde du public en maîtrise d'ouvrage sont deux mondes, tout le monde s'aime bien, mais en fait, c'est assez étanche. C'est des pratiques très différentes. Et les architectes du privé et les architectes du public, d'ailleurs, ont des pratiques assez différentes liées à la contractualisation, mais aussi à l'accès de la commande. Et c'est pas forcément très simple, tu vas nous l'expliquer, de comprendre ce que c'est qu'un maître d'ouvrage privé. Mais tu n'es pas seulement maître d'ouvrage, tu es aussi investisseur, tu gardes les immeubles en patrimoine. Et pourquoi Audrey est là aussi, en plus de tout ce que je viens de dire? Audrey, on la connaît depuis quelques années, et quand on va arriver à maître d'ouvrage, on est toujours un peu prudent, on dit oh là là, est-ce qu'il va être compliqué celui-là ou pas? Souvent il est compliqué, mais pas toujours. Alors Audrey, ça a été compliqué. Non, je rigole. Et en fait, il y avait un truc qui était bien avec Audrey. Je disais était parce que ça fait longtemps, enfin quelques mois, quelques années qu'on travaille ensemble. C'est qu'elle savait de quoi elle parlait en architecture. Ça a l'air con, mais quand le dialogue avec le maître d'ouvrage sur l'architecture se limite à la perce de la façade, franchement, on a quand même des grands moments de solitude. Alors on joue le jeu, hein, on dit c'est super, c'est vachement bien, c'est cinétique, ce truc, machin. Ok. On a croisé, enfilé les perles et mis les croix dans les colonnes. Avec Audrey, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'elle sait de quoi elle parle. Elle a, je crois, une grande culture de ce que c'est que l'architecture. Et par ailleurs, elle a exercé son métier de maîtrise d'ouvrage dans plusieurs pays européens, ce qui lui donne un champ d'ouverture important sur les différentes pratiques. Et quelquefois, quand on fait ou faisait,
les guignols en pensant qu'on était les grands inventeurs de je ne sais pas trop quoi. En fait, elle l'avait déjà vu 2 ans avant en Allemagne. Donc, tout ça crée une relation extrêmement riche pour nous, les architectes, évidemment, vous vous en doutez, quand on a un maître d'ouvrage qui sait de quoi il parle en matière d'architecture, mais elle sait aussi de quoi elle parle en termes de tableur Excel, et ce qui fait que ça est aussi un maître d'ouvrage exigeant sur les performances de son bâtiment. Alors, Audrey, peut-être tu peux commencer par nous expliquer c'est quoi ton métier de maître d'ouvrage privé. Alors, tout à l'heure, Domi Kozin-Müller a parlé de chef d'orchestre pour l'architecte. J'avoue que moi, je vais revendiquer aussi ce rôle. Je suis désolée. Mais le maître d'ouvrage, c'est avant tout pour moi un chef d'orchestre qui ne parle pas qu'à l'architecte, comme c'était sur le schéma tout à l'heure, mais qui parle à tout le monde en même temps. Et qui est chargé de faire en sorte que ingénieurs, architectes, conseillers divers aillent dans le même sens, avec un niveau d'exigence qui, pour moi, et une ambition qui sont portés par le maître d'ouvrage. Donc voilà, pour moi, vraiment, le maître d'ouvrage, c'est lui qui porte cette ambition, c'est lui qui porte le niveau de qualité et la qualité du produit qu'il veut. C'est lui qui définit le programme. Alors pas tout seul, parfois avec les collectivités locales, parfois avec l'équipe de design, etc. Souvent quand même avec les collectivités, je pense qu'on peut le dire de plus en plus. Donc voilà, le rôle du maître d'ouvrage pour moi, il est très important, évidemment, mais pas plus que celui de l'architecte. Chacun a son rôle dans le process. Et pour moi, il est très important que le maître d'ouvrage soit présent. On avait cette discussion avec Philippe Grossi tout à l'heure. Il y a de plus en plus de maîtres d'ouvrage qui prennent des conseils dans tous les sens. Et au bout d'un moment, alors on prend un conseil pour ci, un conseil pour ça, etc. Des AMO, des sur-AMO, des AMO d'AMO, etc. Et en fait, à un moment donné, quand même, le maître d'ouvrage doit jouer son rôle. Et donc, en effet, il doit avoir un niveau d'expertise, d'implication. On n'est pas juste un financier, on n'est pas une banque. Et donc, je pense que c'est important qu'il y ait une vraie connaissance du métier, du secteur, etc., dans la maîtrise d'ouvrage, pour que le rôle soit bien assuré et que l'équipe de maîtrise d'œuvre, elle sache où elle va aussi. Voilà. Bon, je pense qu'on donne le cap à un moment donné quand même à toute l'équipe. Ensuite, moi, en effet, j'ai une particularité, c'est que je fais de la maîtrise d'ouvrage chez un investisseur. Je l'ai fait chez Covivio avant, je le fais chez Ivanhoe Cambridge maintenant. La grande différence avec le fait de le faire chez un promoteur, par exemple, c'est qu'on a une vision long terme. On construit les immeubles ou on les réhabilite pour les garder en patrimoine. Et donc, en effet, il faut que l'immeuble il fonctionne le temps. Il faut qu'il corresponde aux besoins des utilisateurs. Il faut qu'il soit flexible, pas seulement à 2 ans, mais à 10 ans, à 15 ans, selon la logique de détention qu'on a. Et il doit être liquide sur le long terme. Pour nous, la préservation de la valeur de l'actif, c'est sa liquidité. Et pour être liquide, il faut qu'il soit le plus flexible possible et qu'il corresponde aux besoins sur le long terme. Liquide, ça veut dire quoi? Pardon. Liquide, c'est facile à vendre. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est la différence entre un investisseur et un promoteur. Tout à l'heure, les exemples qu'a donné Dominique Kozin-Müller, c'était des bailleurs sociaux. C'est la même logique. C'est une logique d'investissement long terme. Alors évidemment, dans un secteur plus particulier qui est celui du logement social, mais avec la même vision de pérennité et de qualité sur le temps long. Après, une autre particularité tout à l'heure, tu disais toujours plus pour les actionnaires. Nous, on a une particularité chez Ivanhoe Cambridge, c'est que nos actionnaires, c'est un fonds de pension, donc ce sont les futurs retraités québécois. Donc clairement, c'est pas toujours plus, mais à un moment donné, ce qu'on sert comme rendement, c'est leur retraite. Donc c'est sûr que si on ne sert pas de retraite, ils n'ont pas le même système que chez nous. Et donc on a une forme d'obligation de résultat à servir un rendement. Voilà. Donc en effet, on jongle en permanence entre le tableau Excel, la qualité du produit, les coûts de construction et le contexte de marché général, qui ne nous aide pas toujours et encore moins dans des temps comme aujourd'hui. Voilà. Si on reste sur le tableur Excel, qui est quand même une donnée importante de tous nos métiers, et que nous, on maîtrise assez peu du point de vue du maître d'ouvrage, une question se pose, on dit on démolit pas, j'y reviens. J'avais écrit un texte il y a une quinzaine d'années qui s'appelait Transformation bureau-logement, l'équation impossible. Tu me disais, bah non, en fait, les temps ont changé, c'est plus tout à fait ainsi impossible. Donc comment est-ce qu'on fait quand on est propriétaire d'un immeuble de bureau des années 80, c'était 90, c'est-à-dire les pires, pour
le transformer. Enfin, il est vide, on sait qu'il n'a plus tellement d'avenir, urbainement et en termes d'usage. Thermiquement, j'en parle même pas. Comment est-ce possible? Est-ce possible? Alors, en fait, ça dépend où il est, déjà. Mais admettons qu'on ne puisse plus rien en faire en bureau et qu'on doive le transformer en autre chose. Déjà, pour tuer une idée reçue qu'on nous sert assez souvent, on nous dit, mais de toute façon, l'immeuble, il est amorti, il ne vaut plus rien. Non, en fait, pour un investisseur, l'immeuble, il y a une valeur dans les comptes et c'est jamais zéro. Voilà. Donc, nous, on a quand même en entrée de bilan et du tableau Excel une valeur qui n'est pas zéro. Qui est souvent... Alors après, on peut discuter de cette valeur. Est-ce qu'elle correspond à la vraie valeur ou pas? Peu importe, en tout cas, il y a une valeur. Et donc, évidemment, selon le niveau de cette valeur, il est plus ou moins facile de passer un bilan de transformation de l'immeuble ou pas. Moi, je dirais qu'en fait, il y a des immeubles sur lesquels ça ne va pas tourner, mais on ne va pas avoir le choix. Parce qu'en fait, de toute façon, c'est des immeubles qui vont sortir du marché de bureaux de fait. Parce qu'aujourd'hui, le parc de bureaux va se réduire. La demande placée, elle est déjà en baisse sur le secteur tertiaire. Ça ne va pas s'arranger. Et l'écart va se creuser entre les très bons produits dans Paris que tout le monde cherche et des immeubles en périphérie, on va dire d'il y a 10 ans, mais même certains d'il y a 5 ans, et qui ne vont plus trouver preneur. Et donc, on ne va pas de toute façon, nous, rester avec des immeubles vides sans rien faire. Donc, on va être obligé, même si les bilans ne tournent pas. Parce que faire tourner des bilans de transformation, il n'y a pas de miracle, la plupart du temps, on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire parce que les rendements de surface ne sont pas les mêmes, parce que les coûts de transformation sont très élevés, et parce que derrière, les prix de sortie, alors après, ça dépend où c'est, encore une fois, mais globalement, c'est très rarement le prix de sortie qu'on avait imaginé en bureau. Et c'est parfois aussi des prix de sortie plafonnés par les collectivités sur l'abordabilité du logement. Donc, il y a rarement une rationalité économique, très honnêtement, à transformer les immeubles de bureaux en logement, mais on n'a juste pas le choix. D'abord, évidemment, c'est extrêmement vertueux d'un point de vue écologique plutôt que d'aller démolir et reconstruire. Ça, c'est la première chose. Et en plus, on ne va pas garder ces immeubles vides sans rien en faire. Voilà. Après, il y a quand même un enjeu là-dedans qui est que certains maires veulent absolument garder de l'activité économique et ont du mal à passer le cap de la transformation de bureaux en logement. Ils pensent qu'on va forcément trouver des locataires. Donc, on a quand même un petit travail de sensibilisation et d'éducation auprès des collectivités locales sur le fait que à 5 ans ou à 10 ans, il y aura moins de bureaux qu'il y en avait aujourd'hui. Voilà. Et il n'y en aura pas partout. Tu es confronté, hein, on s'est beaucoup posé la question dans cette table ronde, mais aussi dans celle du réemploi, sur la question du second œuvre. Et on en reparlera tout à l'heure avec Anna. L'immeuble de bureau, imaginons qu'on ait fait un immeuble de bureau formidable, tout à fait vertueux, une belle enveloppe qui fonctionne bien thermiquement, ressources attentives, etc. etc. Et donc, parlons du second œuvre. Le second œuvre, il est constitutif de l'espace intérieur en particulier, et aussi d'une signature, qu'elle soit tactile, auditive ou visuelle, du bâtiment, de la marque. C'est aussi une condition de confort de l'utilisateur. Grande importance donc du second œuvre. Et pourtant, le second œuvre, il est quand même terrible du point de vue de l'épuisement des ressources. Il l'est peut-être un peu au moment de sa production, mais il a énormément au niveau de la rotation d'utilisation des bâtiments, notamment en tertiaire, où finalement, quel est le cycle de pérennité du second œuvre dans un immeuble tertiaire et c'est quoi la solution? Alors, le cycle, il est malheureusement de plus en plus court, pour être honnête. Aujourd'hui, on parle de hospitality management dans le tertiaire. Donc, l'hospitality management, on sait ce que c'est. C'est des concepts hôteliers et qui se démodent quand même assez vite et qui sont changés assez souvent par les opérateurs. Et dès lors qu'on décline ça sur le tertiaire, on est confronté au même risque d'obsolescence accélérée de la décoration intérieure. Et je parle pas d'usure, mais simplement d'effet de mode. Hein, voilà. Donc après, moi, je trouve que, récemment, je trouve qu'on a eu tendance à décliner la même chose partout. On met un baby-foot et on pense que du coup, ça donne une image moderne de l'entreprise. On en rigolait l'autre jour, on va nommer un Chief Happiness Officer, hein, ça va avec en général. On met. Tu peux juste expliquer ce que c'est? Un Chief Happiness Officer. Je sais, mais oui. Peut-être tout le monde ne sait pas. Je pense quand même que tout le monde a entendu parler. En fait, c'est quelqu'un qui, dans l'entreprise, est chargé du bien-être des collaborateurs. Alors, happiness, bonheur, mais bonheur, faut peut-être pas exagérer quand même, disons bien-être. Voilà. Donc,
En fait, l'aménagement intérieur, moi, je trouve, c'est assez souvent un alibi, en fait, pour combler des difficultés de management. Voilà. Et du coup, moi, je trouve qu'aujourd'hui, le meilleur aménagement intérieur, c'est celui qui est plus intemporel, honnêtement. C'est celui qu'on va être capable de garder longtemps. Malheureusement, c'est pas celui qui est tellement demandé par les utilisateurs aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, la demande qu'on a des utilisateurs, c'est la fausse cheminée et des aménagements intérieurs qui vont se démoder extrêmement vite. Voilà. Donc, on est dans ce paradoxe-là. Et oui, Isabelle, malheureusement. Alors, parfois, quand même, ils mettent du mobilier vitré à l'intérieur. Hein, mais voilà, à mon avis, des cycles qui vont quand même être plus courts, même sur l'aménagement intérieur des bureaux. Alors, vous avez compris pourquoi cette question du second œuvre est posée, parce qu'évidemment, la question du récit collectif, elle joue sur le chief manager machin qui doit rendre tout le monde heureux, et elle joue aussi sur la demande de baby-foot et sur la demande de cheminée. Le changement ou la rupture de paradigme, évidemment, supposerait qu'il y ait une acceptation ou même une demande d'une certaine sobriété attendue et non pas de cette rupture superficielle, consumériste et un peu Disneyland, il faut bien l'avouer. Dernière question qui, vous allez me dire, c'est pas la modalité, mais si justement, puis ça fera plaisir à Philippe Grossier, c'est quoi cette histoire de juste tech ? Alors là, c'est pareil, en fait, on est dans un paradoxe complet. On livre des bâtiments avec de plus en plus de technologie dedans. Hein. Nous, on vient de livrer les tours du haut, hein, donc je pourrais certainement pas plaider l'inverse. Après, plus les bâtiments sont complexes et plus ils sont compliqués à faire fonctionner. On a aujourd'hui du mal à trouver des équipes pour faire fonctionner ces immeubles correctement, en fait. Parce que pour faire fonctionner ces immeubles, il faut avoir en exploitation des équipes d'ingénieurs qui sont extrêmement performantes pour tirer la subscientifique moelle du système. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, c'est la première difficulté. Après, la technologie, elle permet aussi de piloter extrêmement bien les bâtiments, d'optimiser les consommations, et donc tout ça est aussi vertueux de l'autre côté. Donc honnêtement, c'est un équilibre à trouver entre le pilotage des bâtiments et la nécessité de technologie pour optimiser ce pilotage et toutes les incidences qui en découlent. Et en même temps, pas trop de technologie parce que d'abord, ça coûte cher. C'est évidemment très gourmand en matériaux. Et encore une fois, il faut réussir à les faire fonctionner et dans le temps. Donc, j'ai pas vraiment. Enfin, la réponse, je trouve, est pas facile parce qu'elle est entre les deux. La réponse est hyper casse-gueule. Et on avait commencé à monter une table ici qui s'appelait Tuer les moteurs. Peut-être ce sera pour un prochain festival, avec cette idée en concevant que finalement, quand on est confronté à une difficulté ou qu'on a une idée, on va gérer cette réponse à travers une technique qui est elle-même générée par un moteur. Et donc, si on commence à penser en se disant on va tuer les moteurs, mais même à titre personnel, on dessine une maison, tiens, on va mettre une MC double flux. Ah bon ? C'est obligatoire ? Non, on va peut-être réfléchir à faire des flux d'air de façon plus passive. Donc tuer les moteurs, ça reste quand même un truc, je pense, qu'il faut qu'on ait en tête. Et on voit qu'elle est également très associée à la modernité. Céline parlait tout à l'heure des bâtiments high-tech, des bâtiments intelligents, pardon. Dans les années 90, c'était le grand sujet. Il fallait faire des bâtiments intelligents. On a écrit des textes à l'époque sur les bâtiments intelligents en disant on fait des bâtiments intelligents. Et non, c'était pas vrai. On avait dit c'est pas le bâtiment qui est intelligent, c'est l'architecte. Je me rappelle, on avait dit ça. Oui. Mais c'était quand même le signe de modernité. Ce qui se disait dans les grands salons immobiliers, c'était que la modernité était inscrite dans l'intelligence des bâtiments. Et tout à l'heure, Olivier nous parlera de comment le réseau est peut-être un sujet, mais peut-être aussi un problème. Et pour ceux qui auront le courage, vous verrez la vidéo de tout à l'heure qui décrit en quoi finalement l'utilisation de réseaux de techniques participe à l'épuisement des ressources, notamment par les ressources minières. Alors, dernière question cette fois-ci pour de vrai. Tu voyages en Europe. La question de la modernité dans le monde occidental se pose-t-elle de la même façon aujourd'hui en Allemagne, en France, en Espagne, je crois? Alors, en tout cas, sur la question de comment on prend en compte les exigences du développement durable et du coup, et de la flexibilité, signe de modernité pour nous, maîtres d'ouvrage, c'est assez différent. On est franchement plutôt en avance en France. Hein. On passe notre temps à s'auto-flageller, mais honnêtement, en la matière, nous, on est principalement chez Ivanhoé, implanté évidemment en Amérique du Nord historiquement, au Canada, aux États-Unis, en Asie et en Europe.
En Amérique du Nord, c'est pas du tout en avance, hein, vous pouvez l'imaginer, puisque culturellement déjà, il y a à faire. Alors c'est quand même plus avancé au Canada hein, qu'aux États-Unis. Pour donner un exemple, par exemple à Londres, on construit encore plein de bâtiments maintenant, hein, et où on dessine des bâtiments maintenant où on n'ouvre pas les fenêtres. Voilà. C'est inconcevable en France aujourd'hui. À Londres, c'est pas un problème. Les utilisateurs ne le demandent pas. Et donc, on continue maintenant de construire des immeubles où on n'ouvre pas les fenêtres. Et en plus, ce sont des immeubles qui sont extrêmement profonds. Parce que ça, c'est pareil. En France, plus de 20 à 22 mètres, on commence à trouver qu'on est trop loin de la lumière. Aux États-Unis, en Angleterre, les bâtiments ils peuvent faire 40 mètres de profondeur. Ce n'est pas un problème. Donc, la notion de confort intérieur, elle est très différente selon les cultures et selon les pays. Et on va dire que l'Allemagne, elle est entre les deux. Moi, j'avoue, hein, j'avais une croyance, parce que c'était vraiment un préjugé, qui était que l'Allemagne était en avance. Pas tant que ça. Franchement, moi, aujourd'hui, de ce que je vois, c'est la France qui est la plus en avance sur ces sujets-là. Grosse responsabilité pour nous tous. Merci Audrey. Anna Saint-Pierre. Anna Saint-Pierre est designer textile matière, Grand Prix du design émergent 2022, docteur en design diplômé d'ENSAD. Anna, tu es, j'allais dire, une femme de ta génération, toi aussi, c'est-à-dire que tu ne peux pas vivre sans cette préoccupation constante de qu'est-ce qui se passe dans le monde et surtout qu'est-ce qui va se passer pour ta génération et celle de ta famille. Et on a été intéressé, Laetitia te suit ton travail depuis, elle nous en parle depuis quelque temps, à travers notamment le travail que tu as fait, ta thèse que tu as défendue sur la textilisation des gravats. Voilà, sur comment je fais d'un gravat quelque chose, sujet sur lequel Olivier Namias avait également réfléchi. On en parlera tout à l'heure. Et donc, merci de nous expliquer ton travail. Merci pour l'invitation. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Voilà, je me rapproche. Donc effectivement, je suis donc designer textile et matière. C'est quelque chose que j'aime bien revendiquer, parce que c'est assez rare, je pense, dans le milieu de l'architecture. Et je suis donc également docteur d'une thèse par le design. Et mes travaux de recherche portent principalement sur la réutilisation in situ des déchets architecturaux. Et du coup, pour introduire mon propos aujourd'hui et puis pour alimenter aussi cette discussion, je voulais aborder la thématique de la relation géographique qu'on entretient aujourd'hui avec les déchets du bâti. Et en l'occurrence, lorsqu'on observe la trajectoire actuelle des déchets architecturaux, on s'aperçoit assez rapidement qu'ils sont invisibilisés en marge des métropoles et des grandes villes à travers des activités d'enfouissement. Donc soit dans des déchetteries, ce qu'on appelle des installations de stockage, c'est ce qu'on voit ici en vue aérienne, soit à travers des travaux de valorisation, du remblayage de carrières et la réalisation de sous-couches de voirie. Et c'est là où je rejoins donc ce que disait Anastasia en introduction. C'est qu'aujourd'hui, ces activités d'enfouissement constituent des unités stratigraphiques suffisamment imposantes et étendues pour constituer des marqueurs de l'Anthropocène, et en tout cas d'un point de vue géologique, et l'un des faits majeurs de l'Anthropocène. Et donc, tu as effectivement défini ce qu'était l'Anthropocène. Alors, il y a beaucoup de débats autour du début, de l'époque de commencement de cet Anthropocène. Certains le font démarrer à 1945. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une période de grande accélération qui coïncide avec des innovations charnières qui ont eu lieu sur les chantiers d'après-guerre et qui ont eu tendance à marginaliser les techniques de réemploi et de recyclage et à systématiser la production de gravats. En l'occurrence, donc, il y a le remplacement des techniques séculaires de démantèlement des matériaux
par des engins mécaniques de démolition qui ne permettent plus du coup de conserver l'intégrité formelle des matériaux ni de séparer facilement, de prendre le temps de séparer les matériaux en fin de vie du bâti. Et puis on a donc certaines innovations et puis l'industrialisation de certains procédés de production de matériaux avec l'arrivée massive donc, du béton armé, du ciment clinker, qui vont également complexifier la séparation des matériaux en fin de vie du bâti. Et tout ça s'accompagne donc de la mise en pratique de doctrines qui ont été revendiquées par le mouvement moderne, qui sont donc celles de la tabula rasa, de la table rase. Et donc cette idée finalement que l'accumulation des gravats serait l'un des marqueurs de l'Anthropocène, c'est quelque chose que j'aime bien mettre en relation avec la notion de la mémoire bâtie, puisque c'est par ce prisme, par ce biais que j'aborde la question de la réutilisation des déchets. Et en l'occurrence, donc, la mémoire, la relation au site, c'est des sujets donc, qui sont traversés par de nombreux courants architecturaux. Et il y a toute une littérature architecturale qui s'est consacrée aux liens qu'entretiennent les édifices et la mémoire, puisque donc, les bâtiments, par leur inertie, leur morphologie, constituent de puissants vecteurs et supports de mémoire. Et qui, en plus, donc, en tant que décor de notre quotidien, participent à l'élaboration et à la configuration de nos mémoires collectives, et puis plus intimement de nos souvenirs personnels. Et c'est donc par ce biais que j'ai abordé mes recherches avec cette question, donc comment peut-on garder trace d'une architecture qui est sur le point de disparaître tout en contribuant au renouvellement des lieux par la réutilisation de ces déchets. Et donc, la démarche que je propose, c'est dans un projet d'architecture, lorsqu'il y a des matériaux qui sont destinés à la benne, c'est d'en réintroduire une partie sur site sous une autre forme, en l'adaptant donc au cahier des charges du nouveau projet, au programme. Et donc la matière est collectée pendant le chantier, elle a été sélectionnée au préalable, elle est transformée et réintroduite sur site. Et par sa coloration, sa texture, son poids et toutes sortes d'éléments sensoriels, elle fera écho donc au passé du site et à sa transformation. Et c'est une démarche que j'ai initiée pendant mon projet de diplôme donc à l'école des Arts Déco. À l'époque, j'allais glaner des rebuts sur des chantiers et je les transformais donc en atelier pour faire émerger de ces décombres de nouvelles matérialités qui auraient des propriétés textiles, donc une légèreté, une souplesse, une finesse qui permettent donc aux matériaux de construction d'accompagner les évolutions du bâti. Donc c'était quelque chose de plutôt théorique que j'ai souhaité poursuivre dans le cadre d'une thèse qui a la particularité d'avoir été développée dans un laboratoire de recherche qui s'appelle l'ENSAD Lab et qui accueille donc des recherches où la pratique et l'expérimentation est au cœur de la méthodologie. Et l'autre particularité, c'est qu'elle a été développée au sein d'une agence d'architecture qui s'appelle SCO, dans le cadre d'une CIFRE. Et donc, j'ai eu accès à plusieurs projets de l'agence pendant 3 ans et à certains des chantiers. Ce qui m'a permis de mettre en place un inventaire des matériaux de déconstruction en allant donc sur les talus de chantier, les bennes, et en répertoriant ces matériaux selon des critères géographiques, historiques, donc la date de construction du bâtiment, ses différentes réhabilitations, l'usage du matériau dans le bâtiment, le programme initial du bâtiment, pour anticiper en gros les futurs gisements qui seront présents sur les bâtiments avant même que le chantier ait commencé. Et de cette gravathèque, j'ai extrait ce que j'appelle une palette granulométrique, où en fait les matériaux ont été criblés et tamisés pour obtenir du coup ce redimensionnement, cette manière de calibrer la matière par granulométrie. Donc là, il y a quelques extraits, et qui permet donc de faire des expérimentations. Alors, soit pendant le temps du projet d'architecture, soit en parallèle pour avoir des acquis de connaissances et pouvoir les développer après sur d'autres projets. Et donc, en manipulant ces matériaux, j'ai découvert des fonctions colorantes, liantes, structurantes, ce qui m'a permis de mettre en place différents procédés que je vous présente ici de façon ordonnée en fonction de la granulométrie,
donc en quelque sorte par tamis, de la maille la plus fine à la maille la plus ouverte, et qui embarque donc des volumes plus imposants et qui tend vers une forme de parcimonie du geste. Et donc, donc je parle effectivement de la déconstruction en fait, de l'architecture du point de vue de ses composants, donc du matériau. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je vous parle de démolition et de ce qu'on va retrouver sur les chantiers. Donc, on est plutôt sur même du fragment de matériaux et une étude assez fine de la composition de ces matériaux. Et là, on est sur l'échelle la plus fine, qui est celle du pigment, donc produire des pigments à partir de déchets architecturaux pour développer des gammes de matériaux colorants en fonction d'applications différentes. Donc ça, c'est un projet qui a été développé avec la manufacture de Sèvres autour d'une gamme démo, donc de peinture pour céramique, dont la couleur provient de déchets d'architecture franciliens, avec de l'ardoise, de la brique, de la pierre de taille, des bétons. Toujours dans cette approche, bon, il y a un petit problème en l'occurrence de couleur, mais toujours dans cette approche pigmentaire, ça c'est un procédé autour du textile, donc du procédé de sérigraphie, et c'est par ce biais que j'ai commencé ce travail, avec donc une décomposition chromatique du bâtiment et la possibilité d'imprimer ce qui était une brique sur un textile et d'en faire quelque chose de souple et de léger. Des développements possibles... Alors oui, peut-être que vous voyez mieux les couleurs là-bas. Mais des développements possibles, du coup, à une échelle intermédiaire, ça, c'est un projet, un chantier SCO, où en fait, c'était la réhabilitation d'un immeuble qui, à l'origine, accueillait des ateliers d'imprimerie. Toutes les traces de ces ateliers d'impression ont disparu au fil des réhabilitations. Et donc là, c'est un travail à la fois sur la mire qui, à la fois, me permet de tester la définition des encres et de faire un écho à ce site, qui est donc cet ancien atelier d'impression. Puis là, je vais passer à une autre échelle qui va peut-être vous parler un petit peu plus. Donc, pour le coup, ce que je vous ai présenté avant, c'était des choses que j'ai menées en parallèle des projets. Là, c'est des recherches qui ont été développées dans le cadre de projets de l'agence SCO et qui ont été intégrées en phase d'avant-projet. En l'occurrence, ça, c'est la réhabilitation d'un immeuble de bureau qui est à Issy-les-Moulineaux, qui a été conçu par l'agence SCO à la fin des années 90 et qui a été donc réhabilité récemment. Et dans ce contexte, toute la façade en granit, en pierre agrafée, devait être déposée pour refaire l'isolation thermique par l'extérieur. Et c'est à ce moment-là donc, que je suis intervenue pour développer un projet donc, de réemploi et de recyclage in situ de ces dalles pour réaliser toute une série de revêtements pour l'atrium central. Donc il y a une sorte de décomposition textilienne de cette façade en faisant varier plusieurs paramètres à géométrie variable, comme le mode de fractionnement des dalles, le mode de dépose des dalles, le mode de fractionnement que ça allait engendrer, l'espacement de ces dalles, la granulométrie, etc. Et puis, en phase d'avant-projet, on a récupéré des dalles qui avaient été déposées pendant l'entretien du bâtiment pour pouvoir initier d'ores et déjà des échantillons et prouver la faisabilité du projet auprès de la maîtrise d'ouvrage notamment. Donc on a quelques échantillons et puis des zones témoins qu'on a produits au fur et à mesure. Il y avait 2 types de granit sur la façade, c'est ce qu'on voit ici. Et on a donc développé à la fois ce qu'on appelle un opus orthogonal. Donc les dalles ont été fractionnées sommairement et scellées avec un granito qui contient lui aussi du granit en agrégat. Des zones où on a seulement donc ce granito et puis du réemploi même usage où les dalles ont été redécoupées et calpinées différemment dans l'atrium à des zones où justement il y avait une isolation thermique également. Donc je parlais de gravat, mais il y a aussi la question du déblai, puisque souvent quand on construit un bâtiment ou même quand on réhabilite, on va aller creuser, on va construire des structures, etc. Et là, c'est un projet un peu particulier parce que c'est la construction d'un complexe sportif à Clamart. Et il y a une grande partie des volumes qui est enterrée, ce qui va produire 200 000 m3 de terre d'excavation. Et donc, pareil, intervention en avant-projet avec toute une réflexion autour de qu'est-ce qu'on peut faire de ces terres qui sont composées principalement de sable.
et la récupération donc, de carottage géotechnique pour produire des expérimentations et prouver en quelque sorte la faisabilité du projet et surtout avoir une connaissance plus fine de la matière. Et ça, c'est des expérimentations qui ont été développées avec Amaco et Crater, donc qui sont spécialisés dans les matériaux en terre crue. Et je ne vais pas passer trop de temps sur la composition des matériaux, mais on peut en discuter si vous voulez. Et un développement, du coup, je suis allée chercher des compétences d'industriels pour développer certains de ces matériaux, notamment Weber et Saint-Gobain Recherche. Et là, on est en train de mettre en place un enduit semi-industriel où on a un liant Weber et on vient charger avec les matériaux d'excavation. Et j'ai toute une série d'exemples comme ça pour illustrer ma démarche. Mais je pense que ça peut être intéressant d'être plutôt dans un dialogue. Donc, je ne sais pas, je vous invite à me poser des questions. On avait préparé une question. Le design, c'est peut-être comme la modernité. Est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Moi, j'avoue que je suis modeste. Mon fils, Clément, fait des études de design et je n'ai pas bien compris encore ce que c'était, mais petit à petit, je progresse. Donc, je pense que c'est pareil à peu près pour tout le monde. Le design, ce n'est pas quelque chose de simple. Et du coup, la question qui avait émergé quand on avait préparé la réunion, c'est de se dire, est-ce que aujourd'hui, dans les considérations que tu développes et qu'on a développées aujourd'hui, est-ce que le design s'orienterait vers une succession de démarches expérimentales ou des démarches in situ, plutôt que, comme on se l'imagine, en tout cas moi aujourd'hui, comme un bel objet, un bel objet reproductible à l'infini? Mais je pense qu'il y a énormément de manières de faire du design aujourd'hui. Donc, il y a du design industriel où on va produire des objets ou des matériaux qui seront complètement hors sol et qui vont répondre aussi à des questions de rentabilité, de massification des procédés. Et puis, il y a de plus en plus, mais je ne sais pas d'ailleurs si ce n'est pas une vision que je peux avoir en fonction de ce que j'ai pu voir autour de moi à l'école, etc. Mais peut-être il y a plus de projets de design aujourd'hui qui s'inscrivent dans la question du procédé, qui s'interrogent sur la composition des matériaux, la provenance des matériaux, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plusieurs manières de faire. Et peut-être que la particularité, moi, de mon profil, c'est que je suis pas... je suis designer textile, donc ça apporte aussi une manière et une méthodologie de travail qui n'est pas celle de d'autres concepteurs et conceptrices. Et ça passe beaucoup par l'échantillonnage et une relation assez artisanale finalement à la conception, avec tout un temps qui est dédié à l'expérimentation et à la connaissance physique du matériau. Et c'est aussi une manière d'éprouver cette matière, et puis de savoir un petit peu, quand on prescrit différentes tâches sur les chantiers, de connaître soit le plaisir qu'on peut ressentir quand on la réalise, soit justement la pénibilité de cette tâche. Enfin, du coup, c'est des choses auxquelles je tiens beaucoup, mais qui sont aussi rattachées, je pense, à la question du design textile et matière. Plaisir, expérimentation, intervention en amont dès le chantier. C'est quand même des sacrées pistes. Quand on parlait tout à l'heure d'un travail ascendant, d'un collectif et ascendant, je rêve qu'on puisse travailler dès le début de la démolition avec des designers qui mettent en perspective quelque chose et qui, au final, évidemment, n'enlèvent rien au travail de l'architecte, au contraire, le multiplie. Olivier Namias est architecte de formation. Il a étudié à l'école de Paris-Belleville et au Polytechnico de Milan. Après quelques années au service de grandes agences, on devait avoir Siriani ce soir, finalement il ne vient pas, c'était un de tes anciens patrons. Il se tourne donc, pas Siriani mais Olivier Namias, vers la presse d'architecture, la recherche et le commissariat exposition, avec une prédiction pour les sujets croisant architecture-société. Je trouve que c'est ce qui te rend singulier. Avec Claire Gauss, il produit l'émission radio Mur de la ville, que vous avez peut-être entendu, consacrée à l'imaginaire Mur de la ville, consacrée à l'imaginaire des architectes. Il intervient également comme dans les écoles d'architecture ou dans le cadre de séminaires et de conférences. Olivier, tu es aussi l'auteur de biographies d'architectes ou d'agences d'architecture, en particulier de notre ami Jean-Luc Crochon sur sa Tour Trinity. Tu publies régulièrement des articles sur la pratique de l'architecture, croître ou périr. Tu questionnes régulièrement les grandes tendances, à travers notamment un ouvrage qui s'appelle L'écoquartier, un modèle à portée limitée, ou encore du déchet au gisement, petite opus que tu publies en 2016. Tu es aussi commissaire d'exposition, la Tour européenne au Palais Arsenal.
Là aussi, tu es un témoin de ton temps et comme beaucoup d'entre nous ici, un enfant de la modernité des moteurs et de celle de Jean-Paul Belmondo que je reprendrai tout à l'heure. Tu as fait un travail original, Réseau Topia, dont tu vas nous parler. Merci, bonsoir à tous. Oui, la modernité, il y avait aussi Soleil Vert qui est en train de repasser à la télévision, donc c'était déjà un peu dystopique, mais c'est vrai qu'on voyait beaucoup Bébel et Alain Delon. Donc merci pour cette invitation. Et sur la question que pose Ludovic, donc vers une nouvelle modernité, ça suppose au départ de s'accorder sur la définition du concept. Donc qu'est-ce que serait la modernité? Bon, j'ai une définition beaucoup plus succincte que celle qu'a pu donner Anastasia. Ce serait donc un agir avec son temps et non plus en fonction de valeurs considérées comme de facto dépassées. Excusez-moi. Qui serait la religion, des croyances X ou Y, pour tenter vraiment une définition succincte. La modernité, c'est un mot qui plaît beaucoup aux architectes. J'ai été très marqué dans mes études par ce livre qui était à la bibliothèque d'Anatole Kopp, l'architecte, qui était quand la modernité n'était pas un style mais une cause. Et la modernité, donc, on lui a collé toutes sortes de préfixes, de suffixes. Il y a eu le néo-moderne, le pré-moderne, cher à Siriani, pour décrire les pratiques qui étaient avant lui. Et bien sûr, le post-moderne. Donc, le post-moderne, c'est un style architectural donc, qui dégradait la modernité, qui serait découlé d'une condition apparue avec ce que Jean-François Lyotard appelait la fin des grands récits, donc la fin des grandes épopées politiques, socialisme, communisme, fascisme, pour résumer très brièvement. Alors, le retour des récits environnementaux va-t-il ressusciter la modernité? C'est, il me semble, un peu le sens de la question que posait Ludovic et son agence en faisant cet événement. Au cœur de la modernité, donc, il y a un agir rationnel ou supposé rationnel qui nous pousse toujours à comprendre des mécanismes, à interroger des pratiques, corriger des erreurs pour modifier des comportements, des façons de faire, en tirant des changements un peu conceptuels, dont je pense qu'ils ont été largement évoqués par les intervenants aujourd'hui. Je pense à Dominique, Gauzin-Muller, je connais un peu le travail de Franck Boutet, donc je questionne aussi beaucoup tous les processus et les normes, etc. Et c'est le cas un peu de tous les intervenants ici. Donc, que ce soit autour des matériaux, de la réduction des gaz à effet de serre, en mettant en place des conceptions toujours plus innovantes, astucieuses, émancipatrices aussi, qui sont des valeurs de la modernité. Donc, pour ma part, donc ils ont tous ces éléments dressent un peu la feuille de route d'un futur durable, disons, et les hypothèses pour un monde durable. Alors, j'aimerais pour ma part attirer l'attention sur un autre élément de la modernité qui est omniprésent au point qu'on ne le regarde plus, qui se trouve quand même au cœur du système productif et qui est toujours dans des dynamiques de croissance, je ne dirais pas exponentielle parce que le mot est un peu galvaudé, mais des dynamiques de croissance fortes et qui aussi possède sa propre dynamique. Donc voilà, il s'agit bien sûr des réseaux avec un grand R. Le réseau avec un grand R, j'entends ça un peu comme ce que je vais développer après, c'est la synchronisation et la somme de tous les réseaux qui ferait que en fait, la Terre devient une méga machine. C'est une idée c'est pas une idée loufoque que j'ai eue, c'est aussi en préparant un article qui s'appelait Réseautopia, qui est paru dans Archiscopie en juillet 21, que je pourrais vous passer d'ailleurs, pour ceux qui souhaitent l'avoir après. Donc c'est une idée qu'on trouve chez beaucoup de gens qui pensent un peu, qui essaient de penser la technique, le rapport aux technologies, et donc que j'ai essayé de mettre en relation avec l'architecture et le territoire. Donc je remercie encore une fois LBBA de me donner l'occasion de présenter un peu cette recherche. Je vais commencer par une petite image. Ah, c'est là, voilà. Donc les réseaux, c'est vraiment un élément de la modernité. Ils structurent la ville et le territoire contemporain. Ils le caractérisent aussi, d'après moi. Avec l'apparition, ils apparaissent au début du 19e siècle avec une petite généalogie. Donc il y avait
les réseaux d'éclairage au gaz en 1929, rue de la Paix, qui sont mis en place pour la première fois. La première ligne de chemin de fer Paris-Saint-Germain-en-Laye en 1837, que vous voyez là. Donc, on voit à quel point, dans cette image, les choses sont festives et gaies. Il y a une forme d'innocence que je trouve assez plaisante. Avant 1820, donc, les réseaux d'eau, les bases des réseaux d'eau à Paris, et d'assainissement en 1854. Donc, les réseaux d'assainissement, ils apparaissent 2 ans après la pose du premier câble sous-marin entre la France et l'Angleterre, et 4 ans juste avant l'inauguration du premier câble transatlantique. Donc on voit qu'il y a aussi beaucoup d'avancées précoces, peut-être qu'on a oublié. Donc ensuite les réseaux électriques en 1881 à Paris, le métro en 1900, puis la radio, la télévision et l'Internet ouvert au public au début des années 90. La caractéristique de tous ces réseaux, c'est un peu d'être au cœur de l'appareil productif et aussi au service de son développement. Donc l'apparition des NTIC, des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui prennent vraiment leur essor dans les années 80-90, ça paraît comme la dernière brique fonctionnelle qui va permettre de synchroniser l'ensemble de ces réseaux pour aboutir à ce que des observateurs ont appelé le réseau pensant. Donc vous reconnaissez allusion en Pascal, c'est pas un jeu de mots de moi, j'aurais aimé le faire, mais c'est quelqu'un d'autre. Donc on voit un quadrillage fin des réseaux, multiples, avec une progression qui part de nos besoins physiologiques primaires pour répondre ensuite à des besoins de confort, de mouvement, de s'adresser à la sphère mentale. Le réseau est partout, y compris sous ses formes dématérialisées. Les réseaux sociaux que nous connaissons aujourd'hui, tous, et le mot même comme métaphore, j'y reviendrai, est présent dans toute la société. On a des réseaux de villes d'art et d'histoire, des réseaux de médiathèques, des réseaux professionnels, etc. Et on voit notamment qu'un des projets industriels, c'est toujours de faire des réseaux. On le voit avec Elon Musk. On voit qu'une des plus grandes fortunes du monde, les plus grandes capitalisations aussi, sont liées à la question des réseaux, que ce soit Facebook, Apple, etc. Alors, la question, je vais mettre la diapo d'après. Voilà, ça c'est un peu pour rappeler le côté matériel de ces réseaux. C'est la pose d'un câble entre l'Italie et les États-Unis. Là, c'est son atterrissement à New York. Et 1925, par rapport à ce que je vous ai dit, c'est déjà assez tardif. 75 ans après les premiers câbles. Donc, est-ce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces réseaux techniques sont de simples outils, des outils neutres qui dépendent de l'usage que l'on en fait, en fait. C'est nous qui serions un peu les responsables de ce que font les réseaux. Alors, les historiens des techniques nous ont appris évidemment qu'aucune technique n'est neutre. Et Bruno Latour, dont on parlait déjà tout à l'heure, et d'autres ont mis l'accent sur toutes les parties construites socialement des technologies, leur développement. Pour ma part, avec d'autres, je soutiens que les réseaux sont un système tellement évolué, ramifié, démultiplié, complexe, qui forme une sorte de méta-infrastructure qui soutient nos environnements bâtis et qui en est la base. Et c'est intéressant pour nous, quand on travaille sur le territoire, l'architecture, de voir sur quoi sont fondés en fait tous nos actes et nos projets. Alors, toujours, encore une fois, ce n'est pas une invention de ma part. Je m'appuie sur différents auteurs, dont Marshall McLuhan et son ouvrage de 1964 pour comprendre les médias, qui contient la citation aussi célèbre que comprise un peu mal de « le médium et le message ». Donc la citation complète, la voilà, vous la reverrez tout à l'heure, parce que j'ai interverti diapo. Le vrai message, c'est le médium lui-même, c'est-à-dire tout simplement que les effets d'un médium sur l'individu ou sur la société dépendent du changement d'échelle que produit chaque nouvelle technologie, chaque prolongement de nous-mêmes, de notre vie. Donc en fait, McLuhan suggère que le réseau, et comme toute technique, en fait, ne se crée, fabrique son environnement et dont on dépend aussi après dans nos interactions. Je reviens un instant sur la définition de média pour McLuhan. C'est un média, chez McLuhan, c'est toutes les techniques qui augmentent les capacités humaines, et pas comme on l'a compris souvent après, parce qu'il y a eu l'histoire du village global, etc. La presse, la télévision, la radio,
Ces techniques sont incluses dans l'inventaire des médias que McLuhan fait, mais il les étend à d'autres objets techniques. Et les techniques, je rappelle que la parole, le langage sont des techniques. Il les étend à l'horloge, le téléphone, l'écriture et même le logement. Au total, il recense 25 catégories d'objets dans son ouvrage pour comprendre les médias. Donc, quelques exemples rapides nous permettent de mesurer les effets des réseaux sur notre environnement et nos vies quotidiennes. On peut penser en premier lieu à l'unification horaire qui a été réalisée très tôt par les chemins de fer. Avant l'extension des réseaux de chemins de fer, chaque ville avait un peu sa propre heure qu'elle régulait en fonction de l'heure du jour, suivant ses besoins. Et en fait, ce qui provoquait en fait, les décalages temporels provoquaient des accidents de train puisqu'ils étaient plus synchronisés. Donc il a fallu unifier l'heure sur tout le territoire et après sur tout le continent. Donc ça, c'est un premier exemple de synchronisation des réseaux. Et après, c'est des phénomènes comme ça qui se reproduisent, mais à des échelles démultipliées. Et voilà. On pourrait aussi parler des métropoles et de l'organisation du territoire. Les Saint-Simoniens, donc qu'a étudié Antoine Picon, et sur le travail duquel aussi je m'appuie, il considère donc un système réticulaire de réseau avec c'est un système de réseau, c'est des nœuds et des lignes. Et donc les nœuds seraient les pivots des territoires, ce seraient les métropoles. Donc ils imaginent un territoire qui se réorganise autour de métropoles desservies autour de réseaux qui représentent aussi des investissements lourds, donc ils ne peuvent pas être partout. Donc on peut rappeler aujourd'hui que les 30 premières mégapoles regroupent 15% de la population mondiale. Et les 100 premières pèsent plus de 30% de l'économie mondiale et 35% de son potentiel de croissance. La mise en réseau, ça met aussi en réseau des espaces éloignés, des métropoles, des flux financiers, toute une économie. Et ce n'est pas un hasard. Donc si le retraité québécois a une partie prudente dans des tours construites en bordure du périphérique. Donc l'influence des réseaux, elle se constate encore plus simplement dans l'urbanisation contemporaine et la ville qu'à notre échelle, pas l'échelle macro mais micro, on appelle sous différents noms, la ville diffuse, l'entre-ville, la périphérie, la banlieue. Donc Gabriel Dupuis, géographe, annonce dès les années 90 que nous devons passer à un urbanisme des réseaux qui abandonnerait la forme urbaine traditionnelle de la ville, à laquelle sont attachés les urbanistes et les architectes. Moi aussi, ça m'avait beaucoup énervé de lire ces propos à l'époque, d'ailleurs. Et McLuhan cite également l'exemple du chemin de fer, pour faire comprendre un peu cette mécanique, qui n'a pas apporté le mouvement, le transport ni la route aux hommes, mais il a accéléré et amplifié l'échelle des fonctions humaines existantes, créé de nouvelles formes de villes et de nouvelles formes de travail et de loisirs. Et cela s'est produit partout où le chemin de fer a existé, que ce soit dans un milieu tropical ou polaire, indifféremment des marchandises qu'il transportait, c'est-à-dire indifféremment du contenu du médium chemin de fer. Je reviens encore à McLuhan qui observe un mécanisme. Après, il dit aussi que la forme, l'avion va aussi, qu'il y a une forme de la ville du chemin de fer qui va être déclassée par la forme, par les réseaux, les médiums de la route et de l'automobile, et par l'avion, enfin bref. Et il observe aussi un mécanisme de grand retournement qui est, à mon avis, que j'aimerais signaler. Il se trouve dans tout média ou toutes les structures une limite de rupture au-delà de laquelle le système se transforme abruptement en un autre ou dépasse dans ses processus dynamiques un point de non-retour. Aujourd'hui, la route a dépassé sa limite de rupture et transforme les villes en grandes routes, alors que la route elle-même prend la forme d'une conurbation continue. Donc ça peut paraître un peu caricatural, mais moi, dans le même ordre d'idée, on peut se demander si la connexion des bâtiments à un ensemble de réseaux techniques variés, qui va de l'électricité, l'eau, peut même aller au chauffage, la climatisation, il ne conduit pas à assimiler le logement à un simple terminal d'un réseau technique dont l'optimisation énergétique suivant différentes normes serait aussi une manière d'optimiser la consommation globale du réseau, des autres réseaux d'énergie notamment, à travers l'habitat. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai réussi à vous faire comprendre un peu, vous donner un aperçu des changements anthropologiques suscités par les réseaux. Il y en aurait beaucoup d'autres. Alors ici, c'est une image de Charles-Joseph Minard qui s'est attaché en fait au système de représentation graphique dès le 19e siècle. Et là, c'est une image qui montre en fait la corrélation
entre la circulation des bestiaux et les lignes de chemin de fer. Donc c'est l'idée toujours du flux et que en fait l'offre va créer le flux. Alors, si on suit toujours la pensée de McLuhan, le médium et le message, donc il faut se demander quel est le message des réseaux. Selon moi, le message des réseaux, c'est l'abondance à travers l'accès absolu à tout. C'est la mise en disponibilité maximale du monde. Au départ, l'eau, la santé, ensuite la mise à disposition de l'espace à travers l'abolition des distances, la conquête de l'ubiquité, l'accès à la lumière, l'accès au contenu culturel, et derrière tout cela, le commerce mondial, et derrière des problématiques géopolitiques très vastes qui touchent aussi bien qui arrivent en fait à la paix dans le monde à travers le commerce. Je renvoie ceux qui s'intéressent à cette question aux travaux d'Armand Matlar à son ouvrage Histoire de l'utopie planétaire. Donc, plus prosaïquement, pour appréhender la manière dont cette méga-machine donne accès à nos besoins, on peut penser aux mécanismes d'hybridation des réseaux qui conduisent à faire arriver une commande que vous passez en un clic auprès de Uber Eats, par exemple, depuis votre ordinateur, sans parler même du fait de la machine que vous avez à disposition. La commande va passer par le réseau Internet, qui est lui-même soutenu par un réseau électrique, un réseau de vendeurs, de commercialisation et un réseau routier, éventuellement couplé par un réseau de transport en commun. On voit tous des livreurs dans le métro. Et derrière, encore un réseau logistique encore plus complexe qui assure l'acheminement d'un bien depuis des usines émettant du carbone au loin pour que nous puissions rester vertueux. Donc, comme avec Internet, on passe donc à l'ère du réseau pensant et d'un système de pilotage automatique. L'idée, c'est d'arriver à un système qui se auto-régulerait à travers des boucles de rétroaction et de gouvernance, ce qu'on a connu depuis la Deuxième Guerre mondiale sous le nom de cybernétique, et avec comme finalité ultime que le besoin de l'individu en fait, puisse réguler globalement les besoins de la société, marcher comme une sorte de machine parfaite, ce qui nécessite une imbrication technologique toujours plus poussée, qu'on peut voir aujourd'hui à travers un objet qu'on a tous, c'est le smartphone. Je vous remets un peu la citation de McLuhan pour ceux que voilà, ça intéresse. Donc, pour paraphraser Siegfried Giedion, l'historien de l'architecture, je dirais qu'après la mécanisation au pouvoir, qui est un ouvrage qu'il écrit en 1948, je dirais que c'est la connexion qui prend les commandes sans qu'on s'en rende toujours compte. On peut prendre l'exemple de la Smart City dont on a parlé, qui nous fait sourire à juste titre et qui amuse bien des architectes et des urbanismes. Mais qu'est-ce qu'il faut en comprendre ? Il faut voir que la Smart City s'apparente à un système de coordination des réseaux de la ville qui entend piloter des services urbains de manière industrialisée, automatisée et de gérer aussi leur commercialisation. Les échecs récurrents, donc, comme Masdar, hein, la ville qui avait été faite aux Émirats arabes unis, c'est pour les échecs sont pour l'instant plutôt la règle que l'exception de ces systèmes, sans doute liés à une impossibilité de saisir la complexité de la ville et de prendre en compte les logiques des institutions et des acteurs et de mettre en process des comportements sociaux à travers la data. Mais l'idée est là et malgré tout, à force d'essayer, l'industrie quand même arrive toujours à faire des choses. La data, ça représente un peu l'aspect le plus noir peut-être du méta-réseau. C'est aussi la forme ultime de mise en flux qui intéresse en fait le réseau. Ça permet de convertir tout en données et de l'envoyer très vite dans le réseau, comme nous on va être envoyé dans le réseau après avec la captation. Et ce qui est inquiétant, c'est d'abord sa consommation énergétique, parce que les réseaux sont des systèmes instables, qui sont toujours en mouvement et qui ne trouvent leur équilibre que dans leur croissance. C'est des systèmes très consommateurs d'énergie, et RTE prévoit ainsi le triplement de la consommation des data centers en France à l'horizon 2050. Donc vous me direz, un triplement de quoi ? Par exemple, à Ashbury, une ville de Virginie, près de Washington, qui s'est spécialisée dans le stockage informatique et héberge sur son territoire 270 data centers. La consommation électrique de ces éléments est de 2000 mégawatts, l'équivalent de 2 centrales nucléaires, d'après ce que dit Fanny Lopez dans son ouvrage À bout de flux. Derrière ces flux de données, ce n'est pas seulement cette consommation-là qu'il faut regarder, mais c'est aussi les questions d'extraction de ressources
ne serait-ce que pour la Smart City, on parle de millions d'appareils connectés qui seront mis en place pour recueillir la donnée et le pilotage. Il y en aurait 8 milliards aujourd'hui et 14 milliards prévus en 2024, donc des objets qui marchent avec de l'énergie. Et donc voilà. Alors, on pourrait aussi parler des impacts anthropologiques, mentaux et sociaux qui sont à prendre en compte et sont déjà aussi signalés par certains chercheurs. McLuhan suppose aussi qu'on change de civilisation, il n'est pas le seul. Et donc, pour finir, j'aimerais aborder un point un peu intéressant, assez troublant des réseaux, qui est toujours cette histoire de cette idée de convergence des réseaux, leur tendance à travers l'automatisme, à travers les flux, à travers les métaphores qui mettent en jeu, à établir plutôt une nouvelle nature plus qu'une nouvelle modernité. Alors bien sûr, les réseaux sont des créations 100% artificielles et ils naissent de l'initiative de centaines d'acteurs. Je ne parle pas des acteurs réseaux définis par la tour qui sont autre chose, mais plutôt des promoteurs de ces infrastructures. Il y a toujours omniprésente et ça affleure dans l'architecture une façon de faire des analogies entre la ville, le territoire et le corps humain. Et on peut penser s'il y a un des buts des réseaux avec le fait qu'ils soient invisibles, le fait qu'on cache aussi, le fait de ces automatismes que j'évoquais tout à l'heure. Il n'y a pas l'idée de créer une seconde nature qui serait écrite sur la première et qui serait dans un certain sens plus parfaite. Donc là, c'est une trace de cette métaphore, la city métaphore de Oswald Matthias Ungers, donc l'architecte, où il montre, en fait, fait une analogie entre le corps humain, la machine et la ville. Donc la ville aussi devient une machine, le corps humain en est une, la ville était aussi une... tout s'interpénètre, ça devient un organisme. Voilà, merci. Et donc, c'est une logique d'incorporation. Moi, j'y vois pas l'hybridation que Bruno Latour pointait dans Nous n'avons jamais été modernes, où il disait que, en fait, on a toujours pensé être moderne, on a hybridé. Mais je vois plutôt une volonté donc de réécrire, de rester dans la trajectoire de la modernité pour imposer une surnature qui serait donc sans défaut et parfaite, en laissant de côté tous ces aspects noirs qui sont rarement traités. Donc, j'ai paraphrasé pour finir le titre du pavillon français de Venise en 2014 sous le commissariat de Jean-Louis Cohen. Lui, c'était La modernité, promesse ou menace. Donc, les réseaux, promesses ou menaces, il me semble que la question mérite d'être posée quand on revendique des approches holistiques et globales. Et puis, donc, ceux que ça intéresse, donc je peux vous envoyer l'article. Ludovic m'a dit qu'il est dur à comprendre, mais c'est sans doute possible. Merci beaucoup, Olivier. Mais on vit dans un monde difficile à comprendre et la question posée sur la modernité est difficile à aborder, on l'a vu, et je trouve que c'est une bonne façon aussi d'aborder la question de la modernité, et on reparlera peut-être en conclusion tout à l'heure de la modernité 2.0, de l'éco-modernité.